Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo un peu spéciale. On se retrouve chez Antenula, une boutique vraiment spécialisée arthropodes. On se retrouve avec Mathieu. Merci. Qui a ouvert sa boutique il n'y a pas si longtemps. Non, là, on a ouvert le 6 octobre, donc ça va faire un mois. Voilà, c'est tout récent. Pas longtemps. On va voir tout ça dans la vidéo, mais je trouve ça très impressionnant, vraiment que arthropodes, beaucoup de crustacés. C'est ça, ouais. On fait que de l'invertébré. Nous, on est spécialisé vraiment que invertébré terrestre. Ouais. Donc tout ce qui va être insectes, phasmes, menthes, coléoptères, ouais. Tout ce qui va être myriapodes. Donc iules, coromus, voilà, ces espèces-là. Tout ce qui est arachnide, donc tout ce qui va être araignée, par exemple, on va trouver sur cette partie-là. Et ici, dans la zone où on est là, ça va être tout ce qui est crustacés. Crustacés terrestres, crustacés aquatiques, eau douce et eau de mer. Voilà, c'est ça. Et on fait aussi un petit peu tout ce qui est coraux, ça. Donc vraiment, on a que des invertébrés, donc pas de reptiles, pas de poissons, pas de mammifères. Que de l'arthropode, et voilà, du coup, c'est le principe de la boutique. C'est ça. Au final, le logo, c'est un Bernard l'Ermite, ouais, tout à fait. Voilà. Et là, le nom Antenula va avec. C'est les antennes du Bernard l'Ermite, les antennules. Ok, d'accord. Ah oui, là, justement, je voulais te demander le nom. Voilà, Antenula, ouais, c'est dû aux antennules. En fait, les antennules, c'est les antennes des crustacés. Ça s'appelle une antennule. Ok, et donc nous, on est parti de là, on a fait Antenula. Et du coup, toi, quand tu as monté ta boutique, est-ce que tu peux un petit peu parler du projet et tout ça? Ouais. Depuis quand ça devient? C'est un projet que j'ai depuis des années, que j'ai en tête, parce que j'ai travaillé dans plein de choses différentes, enfin, surtout en zoo. Voilà, j'ai toujours travaillé avec les animaux depuis tout petit. Et donc j'ai travaillé en zoo, j'ai travaillé un peu en France, un petit peu à l'étranger aussi. Et c'est un projet donc, qui m'est venu en fait au fur et à mesure que j'ai commencé à construire. Je voulais vraiment faire que invertébrés. Je voulais vraiment mettre ça en avant. Et là, je suis rentré d'Afrique, là je travaille en Afrique, je suis rentré d'Afrique il y a 6 mois. Et j'ai décidé de lancer le truc. Voilà, j'ai décidé, j'ai dit j'ai moins de 30 ans, j'ai bientôt 30 ans, j'ai dit on va le faire maintenant. Et donc voilà, le projet a vu jour, j'ai eu la chance de trouver ce local vraiment intéressant, pas cher, qui est assez grand, sympa, avec un petit parking et tout, donc hyper bien. Et donc voilà, le projet s'est lancé et puis on a ouvert donc il y a un mois. Super. Et du coup on est sur Boulay, donc du coup situé dans le nord de la Moselle, on va dire. Ouais c'est ça, on est sur Boulay en Moselle, on est à la sortie d'autoroute, c'est pour ça qu'on s'est placé là, ce qui est pratique. On est un peu à équidistance de toutes les grandes villes, que ce soit Thionville, Metz, Nancy, voilà, on est à moins d'une heure de Nancy, du Luxembourg pareil, on a une demi-heure, on est à 20 minutes de l'Allemagne. C'est bien situé. Voilà, c'est ça, c'est pour ça qu'on s'est un peu placé là par rapport au salon, au bourses et par rapport à la clientèle. Voilà. Et on savait qu'ici en plus il y avait un manque, parce qu'avant il y avait pas mal de boutiques, de choses comme ça, et on sait qu'il y a pas mal de clients qui cherchaient justement en eau de mer, du sel, ce genre de choses, ou de la nourriture pour reptiles, parce qu'on fait quand même tout ce qui est matériel pour aquariophilie et terrario, donc tout ce qui va être lampe chauffante, UV, nourriture, grillons, criquets, congelés aussi, congelés pour les reptiles et les poissons. C'est clair que des boutiques vraiment spécialisées terrario déjà, il n'y en a pas beaucoup. Non, c'est clair. Et arthropodes, encore moins. Ouais, encore moins, c'est clair. Et c'est vrai que dans le coin, il n'y a pas vraiment de boutique assez spécialisée comme ça, on a beaucoup plus d'animalerie généraliste. Ouais, c'est ça, là la plus proche, vous avez Brico Leclerc à Creusewald, qui est à 25 minutes, et qui fait plus justement, qui a diminué un peu le reptile, qui fait plus du tout ce qui est eau de mer, tout ça. Donc le problème, c'est que tous les clients du côté là-bas, tous les aquariophiles qui font de l'eau de mer, devaient monter jusque Metz ou Thionville pour essayer de trouver du sel et autres. Donc nous, c'est une des raisons pour lesquelles on s'est implanté là, justement pour dépanner un peu les gens, que les gens trouvent à proximité, quoi. Ouais, c'est clair, donc du coup, voilà, pas mal de produits dispo, aquario, terrario. Si vous êtes fan d'arthropodes, voilà, c'est vraiment le meilleur endroit. Ouais, là on a ce qu'il faut, on a du choix. Ouais, c'est clair. Que ce soit crustacés, araignées, phasmes, etc. On fait beaucoup de crabes, parce que comme dit, on est des fans de crabes. Rien que là, on a 4 espèces de Bernard l'Ermite différentes, 5, autant pour moi, 5 espèces différentes. En crabe, on va vous montrer, on a des gros crabes terrestres, on a plein d'espèces qui sont soit ici, soit derrière. Et après on fait beaucoup de phasmes, beaucoup de menthes, du coléoptère aussi. Donc on a vraiment pas mal d'espèces. On fait un petit peu de fourmis aussi. J'ai vu quelques espèces un peu locales au final. Locales françaises. On fait de la lasus et de la messor. Pour l'instant c'est restreint, mais voilà. Ouais, c'est déjà pas mal au final. Et écoute, on va regarder un petit peu ce que tu as ici en détail. Alors on va commencer le petit tour de la boutique. Ouais. Alors donc ici, comme dit, c'est notre batterie Aquario eau douce. On va avoir forcément nos plantes. Et donc pas de poissons, que des invertébrés, on y revient. Donc on va avoir des crevettes, de l'écrevisse. Là par exemple, alors elle est cachée malheureusement, mais on a une grosse Cherax. Super belle, je vais essayer de l'éclairer, je sais pas si... Hop, on voit un petit peu. On la voit un petit peu, elle fait la timide. Un tout petit peu. On va faire donc tout ce qui est crevettes, naine, caridina, néocaridina. On va faire aussi du petit crabe d'eau douce spécial, tout ce qui est limnopilos ou autre. Là ici on va avoir nos crabes vampires. Les fameux. Voilà, les fameux crabes vampires. Donc là vous avez des Geocésarma aristocranensis, super joli. Ah, ils sont vraiment sympas ceux-là. Ok.
Alors, on a d'autres espèces, mais qui sont en arrière. Ouais. On peut pas tout présenter ici, donc Oui, on a ouais, beaucoup d'espèces qui sont derrière. Franchement, il y a déjà une belle sélection en présentation, on va dire. Ouais, c'est ça. Le but, c'est d'essayer de montrer. Et puis après, quand les gens sont intéressés, forcément, on leur montre aussi ce qu'on veut faire d'autre. Ouais. Puis en plus, vu qu'on va commencer à lancer le site, on fait les salons. Oui, c'est vrai qu'on en a pas parlé, mais il y a aussi le site internet. Ouais, là, je suis en train de mettre les animaux dessus, donc il est Ok. en cours. Donc on va bientôt pouvoir commander dessus. Ouais. C'est en cours. Parce que vu Ok. qu'on a ouvert que depuis un mois, Oui, bah oui. je pense qu'on a peu de temps. Ça fait déjà beaucoup de boulot avant. Voilà, c'est ça, ouais. Et là, ensuite, donc là, on a la batterie haut de mer. Ouais. Donc voilà, vraiment pareil. Donc qu'un invertébré. Donc là, ici, vous allez avoir tous nos coraux mous, que ce soit en bouture ou en plus gros pieds. Ouais. On va avoir donc énormément de crevettes, que ce soit de la débellius, de la sténopus. Là, on va avoir de la petite tor en bonensis. Ça, c'est super chouette, sympa. Petite crevette danseuse. Ok. Ah oui, effectivement, ouais. Ouais, qui est en symbiose avec l'anémone. Donc là, l'anémone, je vois qu'elle est partie derrière. Ok. Elle est en symbiose avec une anémone. On va avoir un limule. Ça, c'est un petit peu notre petite Ah pépite oui. en eau. Oui. Ah, ça c'est assez incroyable. Ça s'enfuit, hein, c'est ça. Ouais, c'est ça, ça va s'enfuir en fait dans le substrat. Il va se nourrir effectivement. Nous, on le nourrit avec Artemia, avec du congé spécial crustacé. Et il va Ok. manger tout ça en le filtrant, en le nettoyant dans le sable et tout. Ok, d'accord. Ah oui, c'est vraiment sympa. Puis des trétivores, ouais. donc Ouais, c'est ça. assez simple au final. Ouais, voilà, notre batterie de mer, et- vraiment, on a quelques coraux, sinon c'est du détritivore. Hein. Ouais. Bernard l'ermite, encore une fois, là on voit la débellius. Ah, elle est magnifique. Ah, elles sont canons débellius, vraiment, c'est des très belles espèces. crevettes Ouais. comme ça, waouh. Et effectivement, on voit le petit Petit Bernard l'ermite. Bernard l'ermite. Ouais. Là, on a une anémone avec un crabe anémone qui est en symbiose, on peut le voir un peu par derrière. Il est en symbiose avec son anémone. incroyable. Ça, j'en avais entendu parler. Ouais, c'est du Neopetrolistes. Ok, d'accord. En fait, c'est un crabe qui est filtreur, il va avoir, comme un peu les crevettes filtreuses qu'on peut avoir en eau douce, Ok. tout ce qui est Atia du Gabon ou la Moluccensis, il va avoir en fait sur ses pattes comme des petits filtres Ok. qui vont lui permettre de filtrer. Vraiment pareil que nos crevettes filtreuses d'eau douce. quoi. D'accord. Ouais, c'est vraiment le même système. Quoi. Donc pensez à une nourriture assez fine, un peu poudreuse, exprès pour qu'il puisse filtrer. Quoi. Oui. Comme on ferait en eau douce. Pareil. D'accord. Ah, c'est vrai que je m'y connais pas trop en eau de mer, mais plus j'en entends parler, plus c'est sympa quand même. hein. Ouais, Ça donne envie. l'eau de mer c'est canon, c'est magnifique. c'est clair. Et puis contrairement à ce qu'on pense, c'est pas aussi compliqué souvent Oui. que ce qu'on va entendre. Ouais. Après ça dépend de ce qu'on maintient. C'est sûr que si on commence à faire des coraux durs, tout ce qui Ouais. est LPS, SPS, là on va avoir d'autres paramètres à surveiller. D'accord. Rien que le magnésium, le calcium. Ouais. Donc forcément, ça se complique un peu plus. Quand on est sur des coraux mous avec des invertébrés, on n'a pas trop de soucis. Ouais. Le problème qu'on a en eau de mer, c'est souvent les gens ont tendance à mettre trop de poissons. D'accord. Et alors que les densités de population en poissons sont vraiment beaucoup plus faibles en eau de mer qu'en eau douce Ok. par rapport au volume. Ouais. Donc le problème, c'est que souvent quand on met trop de poissons, on commence à avoir vraiment beaucoup trop de déchets et c'est là que ça devient plus compliqué. D'accord. Voilà. Effectivement. ouais. Là, on a ça, c'est sympa aussi. Là, on a un crabe décorateur. On va essayer de le faire venir. Camposia. Ok. Ah oui. Donc, c'est lié un peu à tout ce qui est araignée de mer. D'accord. C'est un Oui. crabe en fait qui va se décorer en prenant des morceaux de coraux, Ah oui, des morceaux les- d'algues. Ouais. Voilà. Donc il va pas forcément attaquer vos coraux. Le problème c'est que si vous avez un bac avec des jeunes coraux, il a tendance à aller prendre une ou deux boutures pour se les mettre dessus. d'accord, ok. Donc voilà, il faut le mettre dans un bac entre guillemets où on a assez de coraux, où c'est pas grave s'il pique une ou deux boutures quoi. D'accord. Oui, les fameux crabes araignées, là, on voit les géants près du Japon. je Ouais crois. c'est ça, voilà. Bah, ça fait partie des araignées de mer. Ok. Il reste des crustacés, des crabes. Hein. Ouais. Mais ça c'est du décorateur, donc celui-là vient d'Indonésie, mais il existe une espèce française que vous pouvez trouver dans le sud. Hein. Il y a une espèce qui se décore comme ça avec plein d'algues qu'on trouve, vous le trouvez sur tout le long au niveau de la Camargue Ok. et tout. Qui est assez joli aussi d'ailleurs. Ah, sympa. J'ai plus son nom, mais il est assez joli. Et Ouais, donc donc là, là, c'est ça- vraiment notre partie aquatique, ça. Ok. Bah, là, on peut voir une des petites. Petite CPO, ouais. Bah, là, on peut voir, là, on a les Moluccensis. On peut voir les petites. Ah oui. Et le petit crabe, est-ce qu'il a encore dedans Ah, ça c'est sympa. Alors du coup, ça c'est quoi comme espèce Ça, c'est de toute la famille de ce qui est Limnopilos. Ok. C'est du petit crabe en fait aquatique. Donc là, c'est du tout nouveau import en France, enfin même en Europe. Ouais, vous êtes pas là, t'es parmi le seul à avoir ce genre Ouais, c'est ça. En fait, c'est chez Antias qui les ont rentrés et donc je les ai pris direct parce que je les ai trouvés trop beaux. Ah, c'est sympa. Et c'est une espèce qui est algivore et donc qui est pas du tout dangereuse pour les poissons, qui va jamais s'attaquer aux poissons ni aux crevettes. Par contre, attention dans le bac où on le met à cause des prédateurs. Parce que Ouais. forcément, on est sur un tout petit crabe, surtout au moment où il mue, donc il faut qu'il ait assez de plantes, assez de cachettes pour pas en fait se faire attaquer par les prédateurs quoi. Et du coup, tout ce qui est crabe vampire, toi tu leur donnes aussi pas mal de fruits. Ouais, moi je C'est vais vrai l'alimentation à fond parce que tout ce qui est crabe déjà c'est détritivore. Oui. Ça mange vraiment de tout. Donc effectivement, on peut leur donner du carnet, hein, même des grillons vivants, ils vont les chasser, ils vont les manger. Là par exemple, ils ont même déjà eu de l'œuf dur, ils ont déjà eu Ouais. des petits morceaux de poulet. Mais par contre, voilà, du fruit, des légumes, c'est important aussi parce que dans la nature, ils vont manger justement les fruits qui vont tomber dans l'eau, qui vont mûrir, ce genre de choses. Mm. Ils vont vraiment manger tout, même de la feuille morte, des choses comme ça.
C'est pour ça que nous, dans les bacs à l'élevage derrière, ils ont aussi pas mal de feuilles mortes. Oui, c'est vrai qu'au final, on en discutait tout à l'heure, mais c'est pas forcément ce qui est le plus répandu, je veux dire, dans l'élevage, de donner fruits, c'est vrai qu'on n'entend pas beaucoup. Non, et pourtant, Au en final. fait, chez les crustacés, il faut varier le plus l'alimentation. Oui. Plus on va varier l'alimentation, plus déjà l'animal il va être en forme. Oui. De toute façon, s'ils veulent pas le manger, ils vont pas le toucher. Oui. Donc je veux dire, Ouais. au pire, il n'y a pas de risque, ça risque pas d'être toxique pour eux, un fruit ou un légume, ça peut pas être toxique, donc on n'a pas de risque là-dessus sur les crabes. Ouais. On va varier l'alimentation, ils vont être en meilleure santé, ça va leur faire des meilleurs apports, Ouais. donc des meilleures mues, une meilleure reproduction aussi. Et par exemple, si on prend l'exemple, on en discutait tout à l'heure des Bernard l'ermite, Ouais. les Bernard l'ermite, ça c'est quelque chose qu'on sait pas souvent, mais si on leur donne trop de jours d'affilée la même nourriture, ils veulent plus manger. Oui. C'est un système de défense, en fait, le Bernard l'ermite, dans la nature, vu qu'il va manger même des cadavres, des choses pourries, enfin, ouais, c'est un éboueur, hein, il est là pour Oui. nettoyer dans la nature, c'est son rôle, au bord des plages, quand la mer se retire, ou à la lisière de la forêt. Ouais. Le souci, c'est que s'il mange par exemple un cadavre, Ouais. s'il en remange 2 ou 3 jours après, il a déjà mangé quelque chose qui pouvait être un peu putréfié, donc par système de sécurité, il va plus en manger pour être sûr de ne pas tomber malade. Ok, Voilà, donc c'est pour ça qu'en fait, les Bernard l'ermite, il faut varier le plus possible leur alimentation. d'accord. Et par exemple, au bout de 3-4 jours, on leur redonne la même chose, il n'y a plus de souci. Ouais. Mais par contre, si ça fait 2-3 jours qu'on donne la même chose, à l'odorat, ils vont le sentir, ils vont pas toucher la gamelle. Ok, C'est pour ça que parfois on se dit, oh, ils ont pas touché la gamelle, parce qu'en fait, on donne la même chose. Ouais, Même sur du granulé pour poisson, hein, on leur donner 3-4 jours le même granulé, ils vont plus le Oui, il toucher. faut vraiment varier parce qu'au final, Voilà, l'espèce, c'est ça. Ah, au bout de elle a 3-4 jours, mécanisme moi de je l'ai vu, hein, au bout de 3-4 jours, il n'y a plus de souci d'odorat, ils retournent dessus, il n'y a Ouais. pas de problème. En fait, il faut juste qu'ils aient une coupure et qu'ils aient pas tout le temps la même chose. Voilà, donc D'accord. là, pareil, nous on varie, hein, là ils ont eu, là, tout le monde a la même chose. Nous les crustacés, ils ont tous la même chose chaque jour, Ok. on change en fait. Là aujourd'hui, ils ont tous eu poivron, pomme, clémentine et du granulé spécial poisson. Ok, ouais, effectivement, on voit un petit peu. Et Ouais. du coup, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu les petites espèces de Bernard l'ermite? Ouais. Alors là, ici, on a des rugosus, qui sont donc des Bernard l'ermite qu'on va trouver essentiellement sur toute la partie Indonésie et sur les îles du Pacifique. Ok, d'accord. Hop, viens voir là les petits gars, tu viens? Non, ils veulent pas venir. Allez. Voilà, donc on a une espèce qui est sur les couleurs un petit peu plus gris, un peu moucheté blanc comme ça. D'accord. Voilà. Et là, ici, on a une deuxième espèce qui vit avec, qui veut pas venir. Voilà. On a du Perlatus flamme, donc pareil, Ok. c'est ça d'Asie, Ah oui. qui sont vraiment bien rouges. Sur une super belle Ah oui, espèce. effectivement, ouais. Ouais, ils sont vraiment canons. Waouh. C'est vrai que ça, c'est sympa. C'est vrai que je t'avoue que c'est la première fois que je vois autant d'espèces de Bernard l'ermite. Pour moi, il y avait que les classiques un peu, je sais même pas le nom. Il existe plein d'espèces. Tu vas voir, rien que par exemple sur l'Amérique centrale, tu vas avoir les Clipeatus et les Compressus, D'accord. qui vivent tous les deux, mais un va vivre sur la côte Caraïbe et un va vivre sur la côte Pacifique. Ok, d'accord. Voilà, donc rien que déjà, par exemple, si on prend le Panama, un Panama qui a donc les deux côtes, Ouais. même le Costa Rica, si tu vas sur le côté Caraïbe ou sur le côté Pacifique, tu n'auras pas les mêmes espèces. D'accord, ok. Voilà. Ouais, oui, donc énormément de diversité. aussi. Ouais, il existe vraiment plein de diversité. Donc nous ici, on a 5 espèces. Donc là, tu as donc Brevimanus et Perlatus. Ok. Pas Brevimanus, Rugosus. Brevimanus, ils sont à côté justement. Là, on va voir Brevimanus, qui fait partie des plus grosses espèces. Ok. Donc là, ils sont en taille L, c'est pas encore du XL, hein, mais et qui sont un peu. On va en prendre deux. Qui pour grandissent commencer. encore un petit peu. C'est ça, qui ont une belle grosse pince violette. C'est comme ça qu'on les reconnaît. Ah une oui, pince d'accord. très très ronde, plus ronde que les autres, et vraiment violette. Ok. Voilà. Hein, on voit vraiment. Ah, c'est sympa. Et du coup, pour la maintenance, tu mets un petit peu d'eau saumâtre aussi, c'est ça avec, Alors, une gamelle d'eau douce, une gamelle d'eau de mer. D'accord. Et en fait, ça leur permet de faire la balance osmotique. Ils en ont D'accord. besoin. C'est Ok. vital pour eux. Ok. Souvent, on les voit quand ils vont boire un peu d'eau de mer, après ils vont aller boire un peu d'eau douce. Ouais. Ou parfois à l'inverse. Autre chose importante, l'os de sèche, comme pour Ouais. tous les crustacés. Oui. L'alimentation Donc, variée, comme on parlait. Oui. Une grosse épaisseur de substrat D'accord. pour qu'ils puissent s'enterrer. Ouais. Quand un Bernard l'ermite s'enterre, il faut pas le déterrer, c'est qu'il va muer la plupart du temps. Ou D'accord. que c'est pas assez humide. Aussi, quand il y a un manque d'humidité, ils ont tendance à s'enterrer, donc Oui. chercher l'humidité de la terre. Et ensuite, chose importante, des coquilles de rechange. Voilà, différentes tailles, différentes Oui, formes. parce qu'au final, ils ne font pas leur coquille, ils changent de C'est coquille. ça, c'est des voleurs. Voilà. Et si on veut éviter les conflits dans un groupe de Bernard l'ermite, il faut surtout qu'il y ait assez de coquilles pour qu'ils Ok. puissent changer. Oui. Parce que sinon, si la coquille du voisin leur plaît, ils vont déloger le voisin, Ah ouais, et ça d'accord. va se battre pour Ah oui, prendre la coquille. d'accord. Ah oui, je savais Ouais. pas ça. C'est pour ça qu'on leur propose toujours plusieurs coquilles, même nous là en boutique, et de différentes tailles. D'accord. Voilà, donc c'est pour ça que je te montrerai de l'autre côté, on a plein de coquilles de différentes tailles, autant pour des petits marins Ouais. que pour du terrestre, et on fait donc du tout petit XS jusqu'au XL. Ok. On fait vraiment toutes les tailles pour justement que les Bernard l'ermite puissent changer de coquille. Ouais. Ça c'est vraiment important. D'accord. Et puis en plus ils sont difficiles. Hein. Ils vont vraiment avoir une sélection, ils vont les prendre, ils vont les retourner dans tous les sens, ils vont mettre Ah la oui. tête dedans, Ah, ils ils regardent. sont... C'est Et- pas juste je prends la coquille Non, qui est ça, là. ils vont et- aller dedans. Et si finalement ils ne se sentent pas bien, ils retournent dans l'ancienne coquille. Ah, d'accord. Ok. Voilà. Ah, c'est dingue. Ça arrive souvent aussi, ouais. Et puis souvent un déménagement, parfois quand ils vont partir chez
chez un particulier ou autre Ouais. qui va les acheter, à ce moment-là, ils peuvent parfois déménager parce que par stress, justement, ils vont changer de coquille. Ok. Voilà, comme ça, ils se ressentent sereins, ils se ressentent en Ah, sécurité. d'accord, ok. Voilà. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, les choses très importantes sur le Bernard l'Ermite. Ok, d'accord. Enfin, c'est l'eau douce, eau de mer, les coquilles et une variation de l'alimentation. Ok. Et de l'autre côté, on va avoir une petite espèce qui est cachée ici, qui est vraiment une des petites espèces. On en parlait justement d'Amérique centrale. Ouais. Ceux-là, c'est ceux des Caraïbes, justement. C'est pas ceux D'accord. du côté Pacifique. Le Compressius est du côté Pacifique. Et ça, c'est le Clipeatus, qui est un peu rouge avec la pince un peu bleutée. Qui est vraiment une petite espèce. Hein. Là, il est quasiment taille adulte. Ça devient pas très, Ah oui, très gros. d'accord. Ah oui, Clipeatus, effectivement, ça c'est fait tout vraiment petit. partie des petites espèces, ouais. Ok. Voilà, qui vient des Caraïbes. D'accord. Ah, très sympa, avec un petit setup en Voilà. conséquence. Ok. Ouais, parce que les sont que 3, c'est pour ça qu'ils ont qu'un Ouais, petit setup. Parce qu'ils sont que 3, donc voilà. Là, si on reste sur les Bernard l'Ermite, pour l'instant, on a encore les Violacéens qui sont ici. Donc on en a un. Hop, les vrais petits gars. Donc là, on est sur des Bernard l'Ermite qui tirent sur un gris un peu violacé bleuté. Ok, d'accord. Voilà, qui sont assez jolis aussi. Ah, sympa aussi. Donc là, pareil, on leur a mis des coquilles de rechange, toujours. L'os de sèche, important. Gamelle d'eau douce, gamelle d'eau de mer. Et ils aiment bien grimper, c'est bien aussi de leur mettre un peu d'éléments pour grimper. Ouais, ça grimpe quand même un petit peu. Ouais, alors après, faut pas faire trop d'éléments trop haut parce que s'ils tombent, ils peuvent se blesser. Ah oui, d'accord. Voilà. Mais par contre, Ok. ils aiment grimper. Moi, je vois les petits Clipeatus, ils ont tendance à se mettre souvent en hauteur et tout. Ils aiment Ah oui, d'accord. Ok. bien. Et là, à côté, chez les voisins, nous avons un crabe qu'on a beaucoup vu en animalerie, souvent malheureusement dans des aquariums. Alors, D'accord. rien à voir. C'est un crabe de mangrove qui vit en fait en aquaterra. Voilà, c'est le crabe à pince rouge, anciennement appelé Césarma mederi. Maintenant, c'est Metacésarma mederi ou Metacésarma aubry. Et c'est le... Voilà. Donc ça, c'est du crabe des mangroves. Donc on va pas mettre comme pour les crabes vampires des vraies plantes avec, qui D'accord. détruit tout. Hein. Ouais, Enfin, il est vraiment, assez, c'est pour ça que là, ils ont des plantes plastiques pour faire le joli sur le bac, mais sinon ils les mangeraient. Ok. Et pareil, on est sur du crabe omnivore qui mange de tout. Hein. D'accord. Ok, Ouais. très Et sympa. ça, c'est spécifique aux mangroves. Donc on lui met soit de l'eau douce, soit de l'eau saumâtre. Ok. Par contre, pour la reproduction, il faut mettre de l'eau saumâtre. Mais après, c'est très compliqué parce qu'il faut que les larves elles se développent dans Ouais, l'eau saumâtre c'est dans l'eau toujours de mer. On en revient à une reproduction compliquée sur ces espèces. Ouais, tout ce qui est Bernard l'Ermite, de toute façon, la plupart des crustacés, au final, Ouais, toujours- toutes les crustacés de mangroves et tout, à part vraiment le crabe vampire, les Lepidothelphusa, Ouais. ou certains crabes qu'on verra là-bas qui eux sont vraiment d'eau douce. Ouais. Du moment on est sur des crustacés d'eau douce, on les reproduit facilement. L'eau de mer au saumâtre, on le voit bien même en aquarium récifal, Ouais. on reproduit difficilement quoi. Ouais. toujours un peu c'est plus clair. compliqué, quoi. Toujours difficile, la phase larvaire et tout ça. Ouais, c'est ça. Et là, tu vois, je te parlais des coquilles. Ouais. Là, on va avoir toutes les tailles de coquilles. Tu vois, là, tu vas avoir vraiment pour du petit, donc tout ce qui va être du Clibanarus, D'accord. donc en eau de mer. Et après, tu vas monter en taille en fonction de tes Bernard l'Ermite et des espèces, quoi. Ah oui, c'est sympa. Il y a Ouais, vraiment en fonction toutes des les besoins. tailles disponibles, quoi. C'est ça, ouais. Donc ça, c'est récolté par nos soins et fait par nos soins. Ah oui. Ah, Ouais, sympa. c'est notre gamme. Sympa. Ah oui, vous avez quand même votre gamme aussi. un Ouais, peu, on a commencé un petit peu à faire où on fait les substrats pour coléoptères. Ouais. Donc tout ce qui va être à base de feuilles mortes, Ok. de bois mort, tout ça. On fait donc hop là, tout justement nos coquilles pour Bernard l'Ermite. On va commencer à faire nos graines pour fourmis, tout ça. Voilà, on commence petit à petit à vouloir Ouais. développer aussi de produits qu'on trouve pas forcément parce que c'est vraiment de l'hyper spécifique. Oui. Et donc voilà, nous c'est pour ça que vu qu'on en a besoin pour nos animaux, on les propose quoi. Donc là ici, on va avoir encore un peu de crustacés. On va avoir les cloportes. Ok, Donc, ouais, les stars. les crustacés en star et qui sont vraiment en vogue en ce moment, surtout tout ce qui va être cubaris. Ah, c'est Là, on a du Humberducky, le panda. Bon, Ouais. on n'a pas des espèces hyper rares, hyper Ouais. spécifiques. On ne s'est pas concentré là-dessus. Mais voilà, c'est quelque chose qui est en vogue, effectivement. Le Oui, c'est cloporte. vrai qu'il y en a tellement. Au final, il y a tellement de. Tellement de ouais, variétés, c'est- de différentes. C'est vrai qu'on en trouve partout aussi. Donc, Ouais. Après, c'est des animaux qui se reproduisent bien. C'est Ouais. l'avantage aussi, en fait. Hein. C'est des animaux qui se reproduisent bien, qui sont détritivores, qui sont pas compliqués. ouais, qui sont jolis aussi. C'est ça qu'on peut même mixer avec d'autres animaux. Moi, j'ai beaucoup tendance à mixer phasmes et cloportes. Ouais. Oui, oui, c'est vrai. Parce qu'au moins, ça nettoie le marche bas bien. du terrarium des phasmes. Ils touchent jamais aux œufs. Ouais. Donc, vraiment, c'est quelque C'est chose. vrai que c'est utilisé pas mal dans le bioactif aussi sur C'est ça, certains, ouais. certains terrains avec des reptiles au final. Ouais, c'est ça, parce que de toute façon, les cloportes, ils vont la plupart du temps être cachés et tout. Ouais. Donc, Ouais. du moment où on laisse tourner son terrain bioactif sans mettre tout de suite les reptiles ou autres, Ouais. après, derrière, c'est super, quoi. Là, ici, on va avoir... Ça, c'est du crabe 100% aquatique, donc qui vit en rivière. Ah bah, il y en a là. Ils sont là. C'est du crabe qui est très timide, par contre, hein, qui est très, très peureux. Ok. Ouais, c'est le Paratelphusa pantherina. D'accord. Petit crabe qu'on peut faire en aquaterrium ou en aquarium, par contre, ils sortent quasiment pas de l'eau. Ok. Donc, voilà. Leur mettre un ou deux rochers qui leur permettent de sortir un peu de l'eau. Ouais. De temps en temps, ils s'y perchent, mais la plupart du temps, vraiment, ils vivent en rivière. Hein. Tout ce qui est Paratelphusa, Pseudotelphusa aussi, qu'on peut trouver en Amérique centrale, c'est vraiment des crabes qui vont vivre sous les rochers, justement, en fait, en rivière, quoi. Ok.
une espèce qui est un peu speed à filmer. Ouais, c'est Mais qui est clair. super jolie, vraiment colorée. On peut la mettre en aquarium. Attention, par contre, il faut mettre des gros poissons avec pour pas qu'ils les tapent. Et pas non plus des gros poissons prédateurs, quoi. Ouais, d'accord. Ouais, ça peut être quand même un peu prédateur au final. Ouais, on va pas les mettre avec d'autres invertébrés, par contre. Hein. Ouais. Il existe des crabes qui peuvent donc vivre en eau douce avec du poisson et tout. Mais par contre, cette espèce, moi je déconseille où il faut le mettre avec du cyclidé, par exemple. Ouais. Du cyclidé pas prédateur, du cyclidé d'une taille assez correcte, comme ça, Ok. eux vont pas embêter les cyclidés les embêtent pas, D'accord. et ça passe, quoi. Ok, ça Voilà. pourrait être faisable alors. Ouais. Là ici on a du Cardiosoma armatum, assez connu en magasin aussi souvent. Malheureusement souvent vendu dans les aquariums. Combien de fois j'ai vu dans des aquariums avec des cyclidés et tout alors que c'est un crabe qui est en aquaterra. Ok, d'accord. Des mangroves ou des forêts tropicales d'Afrique, donc des forêts tropicales en Bordeaux, hein, des mangroves ou des lagons, Ouais. souvent en eau saumâtre. Voilà. Donc c'est un crabe qui effectivement a besoin d'une partie terrestre. Ah, c'est magnifique, hein. C'est vrai. Donc ce qu'on conseille c'est soit de faire comme le crabe vampire 70-30 ou 50-50. Ok. Mais pas plus, voilà, il faut quand même qu'il ait quand même au moins 50% de partie terrestre. Alors là, vu qu'il est tout seul, il a un peu plus de partie Ouais. terrestre, il y a juste une grande gamelle d'eau. Là, on a un petit mâle. C'est une espèce qui a du tempérament, qui a tendance à pincer, donc voilà. Ouais, toujours Faire faire un peu un petit peu attention, attention. ouais, De c'est toute façon, avec les crabes, C'est une espèce omnivore aussi, hein, qui mange de tout, comme tous les crabes, encore une fois. c'est quand même magnifique. Moi, les crabes, j'en raffole. Hein. De toute façon, je pense que ça se voit. Ouais, ça c'est Hop. clair. Ouais, franchement, je peux comprendre. Bah, c'est des animaux qui sont assez actifs, qui sont hyper intéressants. Ouais. Moi, je les aime vraiment par rapport à leur activité, le côté intéressant. Parfois, on a aussi des espèces qui sont très colorées. Ouais. Rien que quand on les observe, si on les observe calmement, on les voit, ils nettoient leur terrier, ils recreusent les terriers, ils les nettoient. J'aime bien aussi le côté omnivore. Moi, j'aime bien le côté où le crabe il mange un peu de tout, donc c'est toujours intéressant de le voir manger, de voir les différentes techniques qu'il a pour C'est se toujours nourrir. sympa de varier un petit peu l'alimentation de ces animaux et tout, de pas donner la même chose tout Bah, le temps. déjà, ouais, moi je trouve que c'est hyper intéressant parce qu'en plus ils mangent pas toujours de la même façon, donc c'est Ouais. super rigolo et tu vois, c'est un peu plus sympa de mettre autre chose. Ah, Quoi. c'est clair. Rien que quand on prépare C'est les clair. gamelles, c'est rigolo, on se sent un peu cuistot. Un peu, ouais. Donc ouais, voilà, moi c'est pour ça que j'aime les crabes justement pour toute cette diversité qu'ils Ouais. ont et leur activité souvent. C'est assez actif quoi en fait. Ouais, Du c'est moment clair. où ils ont plus trop peur qu'ils s'habituent à vous, vous les voyez, ils sont assez actifs et c'est ça qui est sympa quoi. Ouais. Là on arrive sur notre zone arachnide, donc on va présenter des araignées, mais pas que. On va avoir aussi tout ce qui va être solifuge, amblypige. Là par exemple si on veut, là on est une belle petite solifuge là qui est dans le coin de son terra. On a de la chance, elle n'est pas dans son terrier ce matin. Donc là, ça c'est la Paragaléodes. Ok. Et c'est vrai que c'est un physique un peu Un peu spécifique, spécial, hein. ouais. Ça ressemble pas du tout au final à une araignée un peu classique, on va dire. Non. Non, c'est vraiment un physique qui va détonner justement de l'araignée comme on la connaît quoi. Ouais. Là ici on n'a plus qu'une seule espèce parce que l'autre je les ai toutes vendues. Là il me reste que de la Phrynius mexicanus. Donc c'est des amblypiges qui viennent du Mexique. Donc ils s'élèvent un peu comme toutes les amblypiges, hein. C'est un animal un peu cavernicole ou qui va vivre sous des souches, des bouts de bois. D'accord. Donc comme la solifuge, hein, c'est lucifuge justement, donc ils n'aiment pas trop la lumière. D'accord. Donc on va pas les éclairer. Solifuge on va la chauffer par exemple, mais si on doit la chauffer avec une lampe on mettra une céramique. Ok. On va pas d'accord. mettre de lumière forcément, faut qu'il y ait un cycle jour-nuit, Ouais. mais elle aime pas une lumière trop forte. C'est Ok. des animaux qui fuient la lumière, qui ont Ouais. plus tendance avec nocturne. Soit là on a de la chance qu'elle soit hors de son terrier, parce que l'autre c'est pour ça que je la montre pas, elle est cachée. Ah oui, ouais. Voilà. Et amblypige c'est pareil, on va d'abord sortir plutôt le matin, le soir, où elle va venir chasser, elle va se promener un peu partout. Sinon la plupart du temps elle va être cachée en fait derrière justement ses souches ou Oui, dans ses oui, cachettes, c'est quoi. vrai qu'on voit énormément ça. Ouais. Ouais. Ah bah pour c'est Damon Méduse que j'ai eu la chance d'observer en Côte d'Ivoire. D'accord. En fait, la journée, on les voyait jamais. On avait beau soulever des troncs et tout, on les voit pas. Alors que la nuit, elles sortaient, on les avait près des tentes, on les avait près de là où on sympa. avait notre cuisine. Parce qu'en fait, elles venaient chasser justement les insectes nocturnes et tout. Et dès qu'on les éclairait un peu avec une lampe de poche ou le téléphone, elles se mettaient à courir, elles allaient se cacher. Vraiment, elles ont vraiment ce Oui, réflexe de fuir la lumière. Ouais, ça fuit la Donc, lumière énormément. en captivité, on va pas aller leur mettre une lumière sur la tronche parce que vraiment, elle va pas aimer quoi. Ouais. Voilà. Après, en araignée, vraiment, on va avoir une magnifique espèce, Hétéropoda David Bowie. Ça, c'est vraiment canon, bien orange fluo. Ah oui, effectivement, ouais. Ça devient un petit peu plus gros que ça. c'est Ouais, ça Hétéropoda David Bowie va grandir encore un peu. Ça fait partie des hétéropodas que je trouve les plus calmes. Ok. Par exemple, quand on ouvre, même quand on donne à manger ou si on met les mains dedans pour bouger des choses, elle va pas courir dans tous les sens. Ouais. Je t'ai montré la femelle Venatoria tout à Oui. l'heure, on prend à peine le terrarium, voilà, elle court de partout. Ouais, Je ça trouve bouge que un peu, David ouais. Bowie est un peu plus calme Ok, comme d'accord. hétéropoda. Donc pour ceux qui aiment ce genre d'araignée, de la famille des Spracidae, un peu chasseuses, mais Ouais. qui n'ont pas envie de quelque chose de trop speed, je trouve que c'est un bon compromis. Ouais, c'est clair. C'est plutôt sympa. Bon, je suis pas trop araignée, moi, mais c'est Là- vrai qu'il y en a qui sont vraiment. Là, on très va belles. avoir une espèce qu'on voit pas tout le temps. J'aime énormément. Et là, pareil, elle n'a pas fait son terrier encore dans le sable pour l'instant. C'est la Cerbalus. Ok. C'est une araignée du désert qu'on va trouver Égypte, Israël, Jordanie. Ok. Et qui en fait fait vraiment une colonne dans le sable. Qui fait comme une chaussette en fait dans le sable, un peu Ouais. comme la migale à chaussette. Ok. Qui va vraiment faire son nid en fait dans le sable comme ça à la verticale. D'accord. Ouais, très sympa. Le style est
Ouais, un peu blanc comme ça, blanc-beige. On voit pas tout le temps des araignées blanches, quoi. Ouais, c'est clair. Après, là, on a tous des hétéropodas. Là, on est une autre espèce d'hétéropoda Ok. qui peut être un peu plus nerveuse si elle veut, mais lui est assez calme, pour ça que je me permets de le sortir. Hétéropoda boei, on est sur un mâle qui se confond vachement bien. Ouais, c'est clair. Je t'avoue qu'au début, je l'ai pas vu du tout. Ok. Ah oui, ouais, c'est assez calme quand même parce que. Ouais, lui, il est assez calme. Si on va pas les titiller, il partira pas au quart de tour. Ouais. Il est vraiment plus sur le mimétisme à rester dans son coin et tranquillement, quoi. D'accord. Voilà. Là, après, c'est encore des hétéropodas David Bowie. Là, en haut, on va avoir de l'Azarius, de la Viridacus, et puis bien sûr, les Fidipus. Ah, les fameuses, les stars. Les fameuses Fidipus, les stars, si on prend celle-ci par exemple. Hop. Ouais. Là, c'est quoi ça? C'est un petit mâle. On a un petit mâle. Ouais, c'est les fameuses qui sont une tête un petit peu mignonne. Ils sont dans un dessin animé, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, ils ont fait un dessin animé, je crois qu'il s'appelle Lucas avec une petite... Et depuis, c'est assez. Après, c'est une araignée qui au moins fait un peu remonter la cote des araignées auprès des arachnophobes ou des gens qui, même sans être arachnophobe, avaient une réticence envers les araignées. Plein de localités. Ouais, c'est ça, c'est les localités qui changent et donc qui vont faire que ce qui change un petit peu, c'est le physique, le morphe, un peu comme on peut trouver sur d'autres reptiles ou d'autres animaux. Hein. Oui, c'est vrai. On est sur des localités, on change un peu la morphe, quoi, tout simplement. Après, au niveau de la maintenance, au final, il n'y a pas de spécificité, c'est quand même des animaux assez simples. Sincèrement, ouais, c'est des animaux qui sont assez simples si on respecte encore une fois les quelques conditions qu'elles pourraient avoir besoin. Par exemple, sur des théropodas, on va être sur des animaux qui aiment plus d'humidité. Oui, on les trouve souvent en forêt malaisienne ou autre, donc indonésienne. Donc effectivement, on va monter en humidité. Alors qu'à l'inverse, Cerbalus sur montant en humidité, elle va pas être trop bien, vu qu'elle vient du désert, vous la montez en humidité, elle s'hydrate vraiment avec ses proies, un peu comme les solifuges. Voilà, du moment où on va respecter quelques conditions à chaque fois, on n'est pas sur des animaux qui sont trop compliqués à maintenir. En nourriture, en fonction des espèces, on va nourrir 1 à 3 fois par semaine en fonction de l'âge de l'espèce. Donc c'est pas ce qui est le plus contraignant et le plus compliqué, quoi. On va dire que le plus compliqué, c'est quand on a des espèces qui sont assez vifs, assez réactifs. Oui, il faut pas. Voilà, si on n'est pas trop à l'aise ou autre, forcément c'est des animaux qui peuvent courir vite, qui peuvent vite s'échapper. On dit souvent que les araignées, c'est quand même les reines de l'évasion, un peu comme les crabes d'ailleurs, où c'est un peu les rois de l'évasion. Donc, Et là ici, pour aller avec nos mollusques aquatiques, on a nos mollusques terrestres, pareil, très connus, les acatines. Voilà. Les fameuses. Donc là, on n'a que du fulica pour l'instant. On a de l'Acatina fulica classique, c'est notre dernier de taille moyenne, et après on vient de recevoir plein de bébés à pieds blancs qui sont arrivés d'une éleveuse dans les coins de Lyon qui nous a envoyé ça. C'est des petits crados, hein. On peut le nettoyer tout le temps. Ceux qui font de l'escargot connaissent, les escargots c'est des crados. Ouais, c'est clair, c'est clair. Mais bon. En même temps, ça trimballe de la terre au final sur toutes les surfaces. C'est ça, ouais, avec la bave et tout, donc bon. Puis bon, le problème c'est que les vitres, moi j'aime pas forcément, parce que la plupart du temps les vitres on fait avec un petit peu de vinaigre sur le sopalin et tout. Mais avec les escargots, vu qu'ils ont en plus un pied musclé, qu'ils ont une muqueuse, ils sont encore plus sensibles. Donc c'est tout de suite un petit peu plus compliqué. C'est pas forcément la bonne idée. Ouais, c'est ça, vaut mieux faire avec de l'eau osmosée, de l'eau distillée pour éviter aussi les taches de calcaire. Mais bon, ça nettoie moins bien forcément.
Et toi, du coup, dans nos conversations, tu me disais qu'en plus, tu avais vu beaucoup de crustacés, même d'arthropodes, dans le milieu naturel. Donc, Oui, tu avais vraiment ce côté-là qui. C'est ça, j'ai beaucoup aimé voyager. Mon premier voyage, j'avais 18 ans, je suis parti avec JBL, la marque d'aquario que tous les aquariophiles connaissent. Je suis parti avec eux au Venezuela, j'ai eu la chance de partir avec eux et ça m'a vraiment créé une envie de voyager, d'aller voir les espèces parce qu'en fait on a passé 2 semaines là-bas, une semaine dans l'état de l'Orénoque et une semaine à Canaima, la vallée des Cascades. On a étudié les espèces, donc beaucoup surtout les poissons, donc tout ce qui était les caracidés, on a vu beaucoup de néons dans la nature, des cardinalistes, la nature ça c'est assez fou. On a étudié les piranhas, les Pygocentrus nateri là-bas. Et forcément on a vu beaucoup de crustacés, moi qui suis fan de ça, on a vu des crabes violonistes en eau douce, ça j'étais assez surpris, des minoukas, on a vu plein d'espèces et donc moi ça m'a un peu bunké là-dessus, j'ai dit il faut que je continue comme ça. Et donc après j'ai eu la chance d'aller au Costa Rica, au Panama, au Belize, où j'ai été encore étudier les crustacés, surtout les Bernard l'ermite. Ok, oui, les fameux. Ouais voilà, les fameux Bernard l'ermite, tout ce qui est cardiosoma aussi, même là en Afrique. Et, voilà, et là j'ai profité de mon séjour en Afrique où je travaillais avec des chimpanzés, mais aussi pour étudier tout ce qui était arthropodes, beaucoup les myriapodes, beaucoup les iules, les coromus, et un petit peu aussi tout ce qui était crabes et tout, de lagons et autres. Voilà. D'accord. Ça c'est vraiment quelque chose qui je trouve important et une plus-value aussi au final que tu apportes, parce que c'est vrai que de voir des espèces in situ dans la nature, ça permet de ne pas faire certaines erreurs. Par exemple, on parlait tout à l'heure de l'exemple sur les crabes vampires. Au final, les crabes vampires, au tout début, les gens mettaient une partie un petit peu trop aquatique. Ouais, c'est ça. Ils mettaient vraiment trop d'eau. Au final, c'était vraiment délétère pour les crabes. C'est ça, en fait, on a beaucoup tendance à penser, quand on pense par exemple crabe ou Bernard l'ermite, on pense beaucoup aquatique. Donc on va faire des grosses parties aquatiques et tout, alors que la plupart des espèces, elles n'aiment pas ça. Je veux dire, si on n'est vraiment pas sur une espèce typiquement aquatique, elle va préférer une partie terrestre plus grande, tout ce qui est crabe vampire ou Lepidothelphusa, les crabes de Bornéo, ils vont aimer 70% de parties terrestres et 30% de parties aquatiques. Et ils vont se sentir bien mieux parce qu'ils ont besoin de faire des terriers, ce qui évite des conflits territoriaux, ce qui leur permet en plus de reproduire ce qu'ils vivent dans la nature, parce que les femelles vivent quasiment que dans les terriers dans la nature, alors que les mâles vivent en surface la plupart du temps. Ou à l'inverse, les gros crabes qu'on va voir après, on a tendance à les voir justement dans des aquaterra, alors que c'est des crabes de forêt. Donc ils vont à la mer seulement pour pondre les œufs, et que les femelles, les mâles ne retournent pas à la mer. Et les mâles, à l'inverse, ils vont aller se baigner dans des petits étangs, des petites flaques d'eau qu'on va trouver en fait dans la jungle. Voilà. Donc à part des espèces typiquement aquatiques, beaucoup de ces espèces ont vraiment un côté beaucoup plus terrestre, humide forcément, parce qu'avec les branchies, il faut garder de l'humidité. Mais voilà. Mais ouais, effectivement, c'est vrai, ça permet d'étudier tout ça, de se rendre compte en fait comment les animaux vivent dans la nature pour essayer de le refaire en captivité. Et je pense que c'est ce qui est important, parce que c'est la meilleure façon de leur faire les meilleures conditions, quoi. Ah, c'est clair, mais c'est vrai pour moi, il faut vraiment se baser sur les gens de terrain pour améliorer l'aquariophilie et la terrariophilie en général, surtout sur des espèces comme ça qui sont généralement importées. Enfin, il y en a quelques-unes qui sont importées sur les crabes surtout. Les crabes, malheureusement encore c'est beaucoup d'import. Même moi, ce qui me surprend, c'est le crabe vampire. Le crabe vampire, il se reproduit très bien en captivité. Clair, mais pourtant, la plupart du temps de ce que vous trouvez, c'est de l'import. Parce que malheureusement, c'est plus rentable. Les importateurs, ils récoltent des grosses quantités, ils renvoient ça en Europe. Alors que c'est une espèce qu'on sait qu'on peut reproduire. Contrairement par exemple au Bernard l'ermite ou aux crabes de mangrove qui eux, ou même les crabes de forêt qui ont besoin d'eau de mer ou d'eau saumâtre, et donc on est sur quelque chose de plus technique sur la reproduction. Le crabe vampire ou l'Lepidothelphusa, ça se reproduit très bien. Chez les particuliers, on a de la reproduction, donc je veux dire, c'est quelque chose qui, à mes yeux, devrait être beaucoup plus mis en avant. Pour que les magasins fournissent quasiment plus que du lait en captivité. C'est clair, et puis même au niveau des infos, c'est-à-dire que moi ce que j'ai entendu souvent et ce que tu as dû entendre souvent, c'est par exemple des gens qui vont acheter un groupe de crabes vampires et en fait il va y avoir un individu comme on parlait tout à l'heure ou plusieurs individus qui vont vraiment en fait au final se castagner, il va y avoir beaucoup de pertes parce que des fois justement il n'y a même pas la possibilité pour ces crabes-là dans leur terrarium ou aquaterrarium de creuser. Donc en fait, ils vont tous être sur le même territoire et ça va engendrer beaucoup de problèmes. C'est ça, on va avoir le problème donc, de territoire parce qu'ils ne peuvent pas se faire des terriers. Ils ont pas donc. En fait, il faut vraiment pas hésiter à mettre du volume en fait, dans leur bac. Mais mettre du volume juste avec des branches et des plantes, ils vont grimper, oui, mais ils ne vont pas faire un terrier en hauteur. Donc si on veut, il faut faire plusieurs zones avec de la terre pour qu'ils puissent faire des terriers. Et souvent aussi, on a beaucoup de mâles en captivité. Ce qui crée des problèmes. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, les importateurs dans la nature, ils récoltent ce qui est en surface. Et en surface, comme on dit, c'est les mâles. Les femelles, elles vivent énormément dans les terriers. Donc on a moins de femelles, souvent en captivité. C'est le problème. D'accord. Oui, donc voilà, c'est vrai qu'il y a plein de choses sur lesquelles il faut se renseigner. Il faut aussi savoir se remettre en question au final. Tout à fait. C'est ce qui est beau.
Et donc voilà, on va voir un petit peu ce qu'il y a dans cette pièce. Donc il y a vraiment deux pièces différentes. En fait, j'ai voulu faire un peu par zone. Oui. Je sais pas, c'est ma façon de faire. J'aime beaucoup mais c'est pas mal. Faire les familles d'espèces. Au début, je voulais même que les produits soient avec leurs espèces, mais c'était un peu plus compliqué. Ouais. Alors là, on se retrouve au final dans la deuxième pièce. Ouais, c'est ça. La pièce qui est un petit peu plus grande et il y a un petit peu. Voilà, là, on a la deuxième pièce qui est juste à l'entrée. Donc là, ici, qui est vraiment spécialisée insectes. Ok. Donc ici, on va retrouver par exemple sur ce mur-là, on va avoir tous les phasmes. Ouais. Voilà, donc avec vraiment plusieurs espèces de phasmes ici aussi. Là, on va avoir tout ce qui est nos sauterelles, donc différentes espèces de sauterelles. Et là, on va avoir un peu de papillons. Donc là, on a juste du ver à soie, hein, le Philosamia classique. C'est vrai que ça, c'est un petit peu nouveau, les papillons, parce que moi, avant, je voyais pas du tout l'élevage. Non, et maintenant, on en voit de plus en plus. Un an à peu près, je vois plein d'espèces à élever. Ça, c'est une des espèces les plus classiques, qui est souvent utilisée aussi en terrariophilie pour nourrir les reptiles, au niveau des chenilles et tout. Nous, pour l'instant, on n'a pas poussé sur des grosses espèces ou autres parce que c'est très technique en fonction des plantes nourricières. Rien que si tu veux faire du morpho, il faut de la glycine, des plantes hyper techniques pour nourrir. Donc le problème c'est qu'il faut pouvoir avoir ces plantes. Donc, soit ça coûte cher, soit il faut avoir un endroit où faire pousser les plantes et tout. Voilà, déjà que quand on voit les phasmes, là on a des phasmes qui mangent de la ronce, on a des phasmes qui mangent du troène et on en a qui mangent du salal aussi. Ah oui. Ouais, donc déjà à partir de là, il faut déjà s'occuper de tout ça. Déjà quand les chenilles avant d'être papillons, celles-là elles mangent du troène. Quand on voit la quantité qu'elles mangent, si en plus il fallait commencer à avoir plein d'autres plantes, pour ça que nous pour l'instant on n'en fait pas encore. Ok. Par la suite, pourquoi pas, aussi les clients nous en demandent, on a des fournisseurs qui en font, donc on peut avoir, mais on n'en fait pas encore en magasin. Ouais, c'est toujours intéressant, c'est vrai que c'est nouveau, mais c'est vrai que le niveau de prendre des plantes un peu différentes et tout à chaque fois, ça demande énormément de temps. C'est ça, parce qu'en fait chaque chenille va avoir une ou quelques plantes hautes. Bon déjà qui forcément dans la nature sont pas forcément les mêmes, donc nous on va trouver en France des plantes qui vont être de substitution en plantes hautes et qui fonctionnent. Certaines fonctionnent mieux que d'autres. Le problème c'est que la plante haute, si c'est une plante comme du troène, comme de la ronce qu'on trouve partout, qui fume facilement, ou de l'ortie, parce qu'on a certains papillons de chez nous qui vont manger par exemple de l'ortie, la chenille, donc ça c'est assez simple. Par contre quand on commence à être effectivement sur de la glycine, de l'hypomée, ou je sais plus le nom scientifique de cette plante, mais c'est une plante du Mexique. Ok. Là, on commence à être sur des plantes où effectivement ça devient un peu compliqué faut faire à se fournir quoi. Pas mal de. Enfin, faut voir les plantes avant, il faut. Ouais. Et puis en fonction du nombre de chenilles que tu as, ça marche une quantité. C'est vrai que c'est assez spécial. Moi, je vois là, on avait 12 chenilles de Philosamia. Avant qu'elles se mettent en cocon, donc c'est là où elles mangent le plus parce qu'elles ont besoin de faire de l'énergie, parce que le papillon ne se nourrira pas. Donc ils ont vraiment besoin d'énergie. Je leur ramenais une botte comme ça de troène, elle me la mangeait en une journée. Ah ouais, d'accord. Tous les jours je changeais la botte de troène, donc c'était déjà elle me consommait. Je me suis dit j'aurais un élevage que de ça, je sais pas. Voilà. Pour ça que souvent on le voit dans les élevages de vers à soie, ils ont vraiment c'est des gros plateaux, ils arrivent avec vraiment la plante nourricière qui remplissent en énorme quantité quoi. Ah ouais d'accord. Eh ben écoute, on va voir un petit peu tout ça en détail. Vous faites des bourses aussi. Ouais c'est ça. On était non pas ce week-end, le week-end dernier, on était à Colmar. Ok. Là on sera à Créange le 16, on sera le 30 à la bourse aquario de Rémy. Et le mois prochain, donc c'est le 21 décembre, on sera à Dillingen. D'accord. Pour l'instant, on fait les bourses que le dimanche. Et après, à partir de l'année prochaine, on fera aussi les grosses bourses sur le week-end, comme Insectopie, comme les Reptilca. Les gros événements. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais on se laisse le temps, ce sera à partir de l'année prochaine. Oui. Chaque chose en son temps. C'est clair. Voilà, donc là, vraiment, c'est notre zone menthe. On a plein d'espèces différentes. On a des espèces qu'on voit pas tout le temps, comme Astia lazula. Ça, c'est vraiment sympa. Ok, d'accord. Ça, c'est une femelle adulte. Là, on a une femelle juvénile. Ok. C'est de la menthe boxeuse. Ah ouais, c'est de l'assez petite menthe, c'est assez petit. Comme ça se confond bien. Par contre, c'est très très rouge en dessous des ailes au niveau des pattes. Quand elle écarte comme ça pour faire peur. C'est la photo qu'on a mise sur le site internet. Elle vraiment super belle. Je crois que je vois, oui, effectivement. Je mettrai la photo comme ça. Ouais, vraiment, quand elles écartent les ailes, je pourrais te l'envoyer, Elles sont vraiment assez sympas. On va avoir la menthe orchidée, forcément. Ah, une des stars aussi. Ouais, la menthe orchidée, forcément. Hyménopus, on en a plusieurs en magasin. C'est la menthe que les gens recherchent. Ah, c'est clair. Forcément. Qui est un petit peu difficile à élever, non? J'avais entendu. Alors, en fait, c'est au moment de la reproduction, quand elles sont jeunes. La reproduction est assez compliquée parce que il faut vraiment soit des portées différentes parce que la femelle grandit 2 fois plus lentement que le mâle. Ah oui, c'était ça. Donc c'est là-dessus que c'est un peu technique. Après, on a tendance à dire aussi qu'il y a une technicité sur la chaleur, sur l'humidité. Effectivement, si on maintient la menthe en dessous des 23, 22, elle va commencer à pas trop aimer. Par contre, moi, j'ai jamais eu de soucis de maintenance forcément sur la menthe orchidée. D'accord. Voilà. Après, il y a des animaux qui parfois je trouve ont une réputation d'être difficiles alors que pas plus que d'autres quoi. Oui, il faut se renseigner au final et puis c'est après, ça devient assez... Là, on va voir Polis pilota. Ça, c'est une menthe africaine. D'accord. Ah, sympa. Ouais, c'est assez classe. Bon, là, elles sont encore juvéniles. De toute façon, ça devient un petit peu plus grand. Ouais. C'est une menthe qui est vraiment sympathique, qu'on trouve vraiment sur toute la partie Afrique de l'Ouest.
Ok. Là, on va avoir dans la famille des Ampusia, la Sibylla preciosa. Là, pour l'instant, elle est encore toute fine, toute fine. Ah oui, d'accord. Vraiment, pour la voir, je sais même pas si tu as... Ah, on la voit un petit peu. Ouais, c'est bon. C'est une menthe qui est vraiment toute fine, hein. On est plus lié aux Ampusia qu'aux menthes même, hein, sur Sibylla. Là, au niveau camouflage un peu, c'est top, hein. Ouais. Mais une fois que ça grandit, hein, ça devient assez joli avec des belles ailes vertes. C'est ça qui est sympa. Ça devient vraiment, vraiment canon, quoi. Ça reste fin, mais ça devient assez grand. Il faut quand même compter jusqu'à 10 cm. Ah oui, quand même. Et avec des belles ailes vertes. Ouais, ça devient quand même une belle espèce, quoi. Là, on va avoir d'ailleurs de l'Ampusia. J'ai de l'Ampusia. Si on arrive, bah là, elle est là. On a vraiment l'Ampusia à proprement parler. Ok, ah, sympa. Sympa. C'est vrai que ça, je connais pas trop le genre de menthe là. Je connais les classiques, quoi, Philocrania, Paradoxa, ouais, des choses comme ça. Ouais, bah de toute façon, les plus classiques qu'on va voir, ça va être bon, la menthe orchidée, Menopus, Philocrania, Paradoxa. On va avoir aussi beaucoup tout ce qui est Hierodula. Ce sont des très très grandes menthes asiatiques qui peuvent atteindre entre 13 et 16 cm en fonction des espèces. Donc là, nous on en a, mais des toutes petites, des juvéniles. Ouais. Là, par exemple, on a une espèce que j'aime énormément. Je sais pas si on va réussir à l'avoir dans le petit pot, sinon je vais la sortir. Ça, on n'en trouve pas tout le temps. Ok. C'est très très fin. Et son nom, justement, l'indique un peu, hein, Phasmomantella. Ah oui, effectivement. Alors si elle veut bien, parce que bien sûr, elle a pas envie de sortir, elle fait un peu la folle. Donc ça va grandir aussi beaucoup moins, ça fait quasiment la taille de ma main à taille adulte. Ah oui, ok. Mais ça reste aussi fin avec par contre cette grosse tête et ses yeux très globuleux. Donc ça c'est une espèce qu'on voit pas tout le temps face au Mantella, donc là je suis vraiment content de l'avoir en magasin. Ouais, c'est sympa, hein, franchement. Ouais, ça change. Hein. Ouais, effectivement, on dirait vraiment un hybride entre un phasme et une menthe. Quoi. Ça porte vraiment très très bien son nom. Ça porte vraiment son nom, quoi. Donc, voilà un peu pour le petit room tour des menthes. Après, on a plein d'espèces, on a la Rhombodera, on a de la Popa, de la Stagmatoptera qui vient de Guyane, Guyane française. C'est tout du né en captivité. Toutes nos menthes là sont tous nées en captivité et elles viennent toutes d'un éleveur du Nord. Ok. Voilà. Oui, de toute façon, ici, dès que vous avez l'occasion de faire du nez en captivité, au final, vous partez plus là-dessus. Ouais, c'est ça. On essaie de faire du nez en captivité déjà chez nous. Ouais. Pour les phasmes, on en a une partie qui se vendue chez nous. Les menthes, c'est pas encore le cas. On attend justement les éclosions, les choses comme ça. Araignées, on a des cocons, on attend aussi des éclosions. D'accord. Surtout sur tout ce qui est Théropoda, par exemple. Ouais. Les cloportes, les hules, on essaie de reproduire une partie de nous aussi, sur les petites espèces. Les crabes vampires, on aimerait bien justement lancer plus de repros pour éviter les imports. Et c'est clair. Le problème, c'est que la quantité qui est demandée avec la quantité de naissance, c'est toujours un peu compliqué. Voilà. Sinon, tout ce qui est phasme sauterelle, c'est que du nez en captivité. C'est toi dans grande partie aussi. On essaie de travailler avec des éleveurs locaux. Fidipus, on travaille avec un éleveur de Metz. Ok, d'accord. Avec c'est Terrario Fascination. Terrario Fascination, voilà, c'est ça, qui est spécialisé dans la Fidipus. Et donc on a décidé de travailler avec lui, parce que tant qu'à faire, au moins les Fidipus viennent à 10 minutes de route d'ici, donc moi ça me va, c'est mieux. On reste en local. Voilà. Après, forcément, il y a des espèces qui ont encore un peu d'import, comme souvent certains gros mille-pattes, certains crustacés. Voilà, mais le but, c'est si on peut, c'est d'essayer d'avoir le plus possible de nez en captivité. D'accord. Là, on va avoir une espèce de coloptère qui est vraiment cool. Coloptère du désert. Ça, c'est des Antia. Donc, c'est de la famille de tout ce qui est les carabes. Hein. Carabes, on en a aussi en France. C'est donc des scarabées coureurs, des scarabées prédateurs. Et ça, tu me disais, tu nourris avec des grillons. Hein, ouais, des petits grillons, des petites blattes, des vers. Ils aiment bien aussi tout ce qui est vert. Ok. Tiens, je sais pas si tu veux les voir. Si tu as bien les avoir au-dessus. Effectivement. Ah, très sympa. C'est vrai que le contraste de couleurs là, blanc et noir, c'est vraiment cool. Ah, puis c'est super actif, c'est toujours en activité. Ça s'élève assez sec, du coup, j'imagine. Ouais, sec, voilà. Faut pas brumiser ni rien. Moi, je leur apporte toujours une gamelle avec un petit peu d'eau en gelée ou un petit fond d'eau, quand même au cas où pour l'hydratation, même s'ils sont censés s'hydrater avec les proies. D'accord. On est en captivité, je veux dire, on sait jamais ce qui peut arriver. Moi, je préfère toujours apporter un petit peu d'hydratation quand même. Parce que dans la nature, on sait jamais, hein, quand il y a la rosée, des choses comme ça, ils peuvent aller boire les gouttes de rosée. Ouais. Nous, si on brumise dans le terrain, on risque de faire monter l'hygrométrie, ce qui est moins bon. Donc voilà, c'est pour ça que je préfère apporter quand même au moins une gamelle où ils peuvent trouver un peu d'eau au cas où. Donc là, on a un couple de Dicea moreani. Ça, c'est beau, ça. Ça, justement, c'est un de nos couples reproducteurs. Ouais. Donc, on espère que les œufs vont donner quelque chose et qu'on va avoir des larves. Ouais. Ah, ce qui est cool, c'est que vous avez un peu de coléoptère. Hein. Moi, je suis un gros fan. Hein. Ceux qui sont sur la chaîne le savent. Voilà. On en fait un petit peu. On veut développer encore un peu. Ouais. Là, c'est parce qu'on en a vendu pas mal. Mais on fait donc, on a 3 espèces de Dicea actuellement en magasin. On a ce couple Morgani, on a du Graliubini et du Quadrimaculata. Ok. On a aussi, on fait donc du Pachnoda, on fait du Schlorocala, les grands classiques, tout ce qui est Schlorocala. On fait aussi du Stéphanorina, ça c'est super joli. On avait du Joseini, mais malheureusement là je n'en ai plus. On fait un peu aussi, on fait du Scaraberino. On faisait du Dinas, mais ils ont tous été vendus. On fait du Messinorina aussi. Voilà. Et après, on peut faire aussi, si vous cherchez des espèces sur commande, faut pas hésiter, on peut. Oui, vous pouvez quand même passer au final des commandes. Ouais, parce qu'on travaille avec pas mal d'éleveurs, pas mal de fournisseurs ou d'importateurs aussi, qui ont des gros dispos en coloptère.
Voilà, on peut pas tout avoir en boutique forcément. Ah, c'est sûr. Ça fait beaucoup de travail et puis voilà, le but c'est pas de remplir partout. Ouais, c'est clair. Mais voilà, faut pas hésiter aussi si vous cherchez des espèces spécifiques, peu importe que ce soit face, menthe, tout ça. À te contacter, voilà. Voilà, à nous contacter, à passer nous voir en boutique ou nous contacter sur les réseaux ou bientôt sur le site. Ouais, Instagram, Facebook, c'est ça. Instagram et Facebook, ouais. Pour l'instant, on est que sur Instagram et Facebook. Ok. Pas de TikTok, pas de YouTube pour l'instant. On verra par la suite. Ouais, ça c'est encore plus de taf. Ouais, c'est ça, exactement, c'est ça. Et là, ensuite, donc là, voilà, toutes nos larves sont ici. Okay. Toutes nos larves sont à chaque fois en boîte individuelle, donc elles sont toutes dans des boîtes comme ça. D'accord. Okay. On a toutes les larves que vous voyez là sur les espèces. Ouais, donc là, on voit un petit peu. Voilà, le but, c'est pour montrer justement un peu aux clients un peu les espèces qu'on fait, Proetelia, Stéphanorina. Ok. Pour se rendre compte de ce que ça donne une fois imago. Ouais, c'est sûr qu'en larve, c'est pas représentatif du tout, quoi. Bah non, c'est ça, voilà. Et puis bon, quand on est sur des passionnés, quand les passionnés connaissent effectivement, on va connaître. Quand on est un peu plus débutant dans le coléoptère, si on vous dit un nom latin, on va tout de suite un peu plus bugger. Donc effectivement, c'est toujours sympa de voir ce que ça donne en imago, quoi. C'est clair. Et là ici, ça c'est notre étage à myriapodes. Ok. Donc là où on va trouver nos plus gros en ce moment, ce sont nos iules de Guinée. Ah oui, effectivement, c'est... Qui sont en train de dévorer un kaki. Ok. Ah, c'est plutôt balèze, assez impressionnant. Ouais, c'est une belle espèce, ça. J'aime beaucoup. Donc là, nous, on leur apporte du fruit, parce que c'est ce que je te disais tout à l'heure. Ouais. Quand j'élevais des iules, j'ai toujours fait comme beaucoup, on est sur du bois mort, de la feuille morte. J'ai vu que certains donnaient du fruit, moi ça m'était arrivé, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on donne en automatique. Okay. Et là, en Côte d'Ivoire, donc quand je vivais en pleine forêt, il y avait énormément de iules. Il y avait cette espèce d'ailleurs, parce qu'on dit qu'elle est de Guinée, mais elle va jusqu'en Côte d'Ivoire. On avait celle-ci, Telodénopus auti, on avait plein d'autres espèces. Ouais. Et en fait, je les ai vus énormément manger des fruits sauvages. Je les ai même vus monter aux arbres et aller manger les fruits sur les arbres. Surtout Telodénopus, j'en ai vu en hauteur. Ouais. Parce que je le sais, parce que les chimpanzés nous les faisaient tomber des arbres, justement. On avait peur, ils les poussaient comme ça pour pouvoir manger leurs fruits. Et en fait, ils ont tendance à venir beaucoup manger les fruits. Nous, on les a vu manger des fruits sauvages tombés au sol et venir manger aussi les fruits que nous, on donnait aux chimpanzés. D'accord. Et donc, et c'est là que je me suis dit, ok, s'ils les mangent dans la nature, c'est qu'ils en ont un besoin. C'est un apport. C'est clair. Et effectivement, depuis que j'en donne plus et des plus gros en captivité, donc ils ont toujours feuilles mortes, bois mort. Mais effectivement, surtout cette espèce-là a vite tendance à se jeter dessus et à venir le manger, quoi. D'accord, ok. Voilà. Donc justement l'autre espèce que je parlais qui a tendance à grimper, on le voit justement à son côté un petit peu plus arboricole. Ok. Au fait qu'elle s'agrippe vraiment au tronc. Ouais, elles ont une tendance vraiment à s'accrocher comme ça. Okay. Même quand tu les manipules, tu sens qu'elles s'agrippent beaucoup plus. Ah oui. Ouais. Eux, j'en ai vu plein. J'ai plein de photos et de vidéos. Puis je pourrais t'en envoyer si tu veux. Allez. Où elles sont le long des troncs. En Afrique, d'immenses arbres comme ça, d'Aegenia ou d'autres arbres. Et ils sont accrochés comme ça. Incroyable. C'est vrai que c'est sympa là, avec les petites bandes un peu. Ah, c'est joli. Ils ont un côté un peu vert aussi olive comme ça. Même les pattes là, les pattes ça fait un. Oui, les pattes ont une couleur assez spécifique. Un peu striée comme ça, ouais. Ok, très sympa, très sympa. Hop. Donc voilà, donc après c'est encore deux autres espèces qu'on a de iules. Voilà. On n'a plus de Coromus. Nos Coromus, j'en recherche, mais on les a tous vendus. Okay. On fait un petit peu aussi de Orthomorpha, ça c'est sympa aussi. Ah effectivement, Orthomorpha, ça c'est vraiment chouette. Chez moi, c'est vrai que c'est très cool. Ouais, là on est plus, justement ça ressemble plus à tout ce qui est Coromus, on est plus sur cette grande famille. D'accord. Et tu donnerais quoi, toi, comme conseil, par exemple, à quelqu'un qui veut se lancer dans les 1000 pattes Alors, le 1000 pattes, déjà, ce qu'il faut, c'est une bonne épaisseur de substrat. Alors après, le terrarium, on n'est pas obligé d'avoir un terrarium qui soit immense, ça va dépendre de l'espèce qu'on veut et du nombre d'individus. Parce qu'on est sur des animaux qui sont plutôt sociables, sociables. En tous les cas, ils se tolèrent ensemble, on n'a pas de problème là-dessus. Ce qu'il faut en fait, c'est faire un terrarium effectivement qui soit plus comme un sous-sol forestier, donc avec une bonne épaisseur de substrat. Moi j'aime quand même toujours mettre un petit peu de terre ou de tourbe ou de quelque chose comme ça, et après beaucoup au-dessus, donc effectivement de la feuille morte, du bois mort, vraiment un substrat même de bois mort et de feuilles mortes broyées, comme on aurait en litière, avec quelques cachettes, donc des morceaux de liège, c'est pas mal parce que l'avantage c'est que le liège il est imputrescible. Ça ils vont pas le manger, donc on est sûr de pouvoir garder nos cachettes, ils vont manger le bois mais pas ça. Un milieu très humide. Parce que de toute façon, moi je l'ai vu en Afrique, ils sortent vraiment au moment où il pleut. Les périodes sèches, on les voit moins. Ils vont vraiment sortir au moment où c'est le plus humide, donc soit le matin, soit le soir. Soit dès qu'il pleut, c'est vraiment, vous êtes en forêt, c'est rempli, vous en avez partout. Ah oui, d'accord. Au moment d'entre vous regardez, vous avez du Coromus, vous en avez partout. Ils sortent vraiment du moment où ça pleut, ils sont là. Après, donc effectivement, feuille morte, bois mort, on fait attention à ce qui vient de dehors, on le stérilise avant, style micro-ondes, congèle, pour éviter les acariens, les parasites, même si il faut savoir que les iules sont porteurs sains d'acariens. D'acariens. Souvent c'est de l'import et les iules sont remplis d'acariens. Ah d'accord. Là je suis content, ils ont pas d'acariens, j'en ai pas vu sur ceux-là. Et la plupart du temps on voit beaucoup d'iules, surtout les gigas, qui viennent, ils sont remplis d'acariens.
Voilà, c'est quelque chose qui est connu chez Lily, Ok. ils ont beaucoup d'acariens. Voilà. Et après, donc humidité, on varie, on peut de temps en temps leur donner donc un peu de fruits. Du fruit très mûr, c'est du fruit très mûr sans pesticides, donc soit du bio, soit qu'on a bien lavé. Toujours on a enlevé la peau au moi, moins. je fais toujours attention, mais avec les coléoptères, on sait jamais. Voilà, c'est exactement, toujours, c'est ça. J'aurais déjà donné de la jelly, on peut. C'est pas l'alimentation principale, on va dire que c'est plus une friandise, c'est pas mauvais pour eux, mais faut pas les nourrir à de la jelly ni rien. Et important, un os de sèche. On a tendance à pas y penser. Un os de sèche est hyper important parce que comme on le voit, ils ont une carapace qui est assez dure. Oui. Et donc justement, lors des mues pour cette carapace, pour pas qu'ils aient des problèmes de croissance ou quoi, on donne un os de sèche qui vont aimer à les ronger pour le calcium. D'accord. Voilà. Après, c'est à peu près tout. L'avantage, c'est que c'est des animaux qui sont. C'est vrai qu'il y a certains insectes qui ont besoin de calcium, on n'y pense pas forcément. Ouais, c'est ça. Ben, le crustacé, c'est important. Tout ce qui va être myriapodes, c'est important. De la blatte aussi, on a tendance à pas penser, mais les blattes, elles aiment avoir un apport en calcium ou os de sèche. D'accord. C'est pas mal de leur en mettre un aussi. Ouais. Escargot, forcément pour la coquille, escargot, c'est connu. Peu importe l'espèce que vous avez, il faut leur faire un apport. Voilà, le top, c'est l'os de sèche, ça évite les surdosages en calcium. C'est quand on met calcium en poudre et tout, comme pour le reptile, attention au surdosage, quoi. On va passer à la suite. Ouais, on va aller voir. Alors là, on se retrouve sur ce qui m'a le plus bluffé quand je suis arrivé ici. C'est le fameux parc à crabes. Ouais. Ici, on a un enclos. C'était un de mes rêves depuis des années de faire un enclos pour des crabes terrestres, des crabes tropicales. C'est vraiment nos chouchous. C'est un peu mes chouchous, c'est un peu nos stars. De toute façon, on aime les gros crabes. Hein. Tu vas mettre des vidéos des autres gros crabes qu'on a en arrière. Ils sont magnifiques. De beaux crabes ici. Je pense que les gens auront compris que j'aime les crabes. Et donc ici, on a 3 Gecarsoidea lalandi. Donc qui sont des crabes tropicaux, donc qui vont vivre exclusivement souvent plus vers la forêt tropicale, où la femelle effectivement ira déposer ses œufs dans la mer, mais c'est le seul moment où elle a vraiment contact avec la mer. Voilà. Oui, sinon, le contact les plus aquatiques qu'ils ont, c'est avec tout ce qui va être les petites mares d'eau douce, les petites rivières d'eau douce, ou de temps en temps, si la forêt est pas loin d'une mangrove, la partie saumâtre d'une mangrove. Voilà. Mais on est vraiment plus sur des crabes qui sont donc terrestres et qui vont vivre justement dans ces parties tropicales, donc dans la litière justement feuilles mortes, avec des racines, ils vont faire tout un système de terriers. Là, nous, par exemple, ils ont des terriers qui sont creusés un peu par là. Il y en a un qui vit dans ce tronc, et sinon, ils ont fait des terriers sous la gamelle. D'accord. Voilà. Et là, par exemple, on a un de nos gros mâles. Viens voir, mon bonhomme. Viens voir. Qui veut bien te montrer. Hop, c'est fait. Le petit mi. Hop. Allez, lâche. Voilà, donc là, on a un de nos mâles. Alors, ils sont moins gros que ceux que tu as pu voir à l'élevage. À l'élevage, on a d'autres espèces qui viennent d'arriver. Ils sont un peu plus gros, même eux maintenant paraissent petits à côté. C'est vrai, c'est clair. C'est vrai qu'ils paraissent un peu petits. Alors, ils vont encore grandir un peu. Gecarsoidea, ça grandit encore un peu. Ok. Là, on a un beau mâle. Tiens, d'ailleurs, voilà. Tu sais comment c'est que c'est un crabe? Oui. Il a vu que c'est en V, c'est un mâle. Et sinon, ça serait un peu plus rond. C'est ça, ça ferait tout rond. En fait, le plastron ferait complètement rond chez la femelle. Ok. Voilà, donc nous, on les maintient là. Alors, c'est pas des crabes qu'on est obligé de maintenir en enclos à la maison. Hein. C'est vraiment pour le kiff. Parce qu'on a un trio qui s'entend bien. Là, on a la femelle, elle est là. La fifi, on la voit, elle est juste là. Et l'autre mâle, il est dans le tronc en liège. Ah oui, d'accord. Ok. Donc là, ils font un peu les timides, ils n'aiment pas trop être dérangés. Ouais. Après, c'est des animaux qu'on peut habituer, alors attention, c'est vrai, c'est pas des animaux domestiques ni rien, hein, mais c'est des animaux qui peuvent s'habituer à leurs soigneurs et que quand on va manger, ils viennent nous voir, ils peuvent même venir chercher la nourriture à la main. Ce qui est le cas de la femelle, elle vient chercher parfois à la main quand je suis seul avec elle. Elle vient chercher à la main la nourriture. Tu donnes alors à la main. Là, pour l'instant, je fais avec la pince. J'ai des croquettes, elle a des croquettes comme ça qui sont vraiment pour escargot, mais elle les kiffe. Et quand je lui les donne, elle vient les prendre comme ça et tout, elle surkiffe. Ah oui, d'accord. C'est dingue. Donc c'est des animaux par contre qui pareil, ils sont des rois de l'évasion, pour ça que nous on a mis du plexi partout. Hein, pour éviter qu'ils puissent monter. Le seul endroit où ils peuvent monter, c'est là-dessus. Mais bon, au moins ça leur fait un peu d'escalade. C'est des animaux qui sont plus crépusculaires, donc ils vont sortir le matin, le soir, un peu la nuit. Nous on voit la gamelle est surtout touchée la nuit. La journée ils sortent moins. Parce que ils sont en proie des prédateurs, donc c'est pour ça qu'ils sortent moins la journée. D'accord. C'est une espèce qui est sociable entre eux, du moins ils ont de l'espace qui puissent se faire des terriers. Donc si on en veut plusieurs, il faut quand même compter un terrarium qui soit au minimum sur du 1m20 pour 2, voire 1m50 pour 2, 3, et plus grand si on monte à 3 ou au-dessus. Là on peut voir, hein, c'est... Voilà. C'est vraiment pas mal, puis au final ils exploitent un petit peu tout l'espace que tu leur donnes. Ouais, c'est ça. De toute façon là ils ont toute leur partie, on va dire vraiment terrier qui est leur maison ici, la partie aquatique. Là-bas on le voit parce que souvent je remets les feuilles mortes mais ils nous retournent un peu tout, ils aiment bien. Même le palmier, ils aiment bien, ils m'arrachent des morceaux du palmier, je le vois, ils m'arrachent des écosses. Mais bon, il survit donc ça va. Ça c'est... Ouais, heureusement. Ouais, c'est ça. Et puis la gamelle, je le vois parce que de la journée, elle est quasiment jamais touchée. C'est dès le matin, j'arrive, elle est vide. Souvent, ils prennent de la nourriture qu'ils ramènent dans leur terrier pour manger en sécurité. Donc souvent, je retrouve la nourriture à l'entrée des terriers ou dedans. Donc je suis quand même souvent obligé d'aller regarder dedans. C'est pour ça que je suis content que ce soit sous la gamelle. Comme ça me permet de faire un nettoyage pour éviter le parasitage, enfin voilà, des choses. D'accord. Mais voilà, ça c'est une belle espèce donc terrestre parce qu'on
on en revient à ce qu'on disait, hein, on a tendance à les penser aquatiques alors que C'est là, vrai qu'on les voit beaucoup en aquarium ou que en aquaterrarium. c'est ça, ouais. Alors que là, vous voyez, là, ils sont vraiment contents d'avoir ça. Ils ont quand même une belle bassine d'eau, pas trop profonde non plus pour éviter les noyades, avec une roche pour qu'ils puissent sortir. Et là, ça leur suffit amplement sur la partie terrestre, quoi. Ouais, c'est clair. Et puis c'est vrai que on en voit de plus en plus. C'est vrai que moi, j'en voyais pas non plus énormément. C'est des animaux qui sont faciles à élever parce que pas difficiles sur la nourriture, pas forcément difficiles sur les températures. Oui. On n'est pas sur des animaux qui ont besoin de chauffer énormément. Ouais. C'est des animaux quand ils vivent dans la litière de la forêt ou quoi tropicale, on est sur des alentours des 20, entre 24 et 27. Ouais. Pas beaucoup plus sur la litière de la forêt. Donc même si on descend jusqu'à 20 degrés, sur certains pics ça peut aller, parce que certaines nuits ça descend jusqu'à 20 degrés, voire plus bas. Par contre, faut pas descendre en dessous. Ouais. Voilà, ça reste des animaux tropicaux, on va pas commencer à les emmener les pauvres en dessous des 22 tout au long de leur vie ou en dessous de 20 sur une longue période, là vous les perdez. Ok. Voilà. Et après sur le reste c'est pareil, un apport en calcium, os de sèche, on les nourrit fruits, légumes, ils aiment beaucoup plus les fruits. Ok. Vraiment, ils sont vraiment à fond fruits, parce que sous les tropiques, ils attendent justement les fruits qui tombent, ce genre de choses. Et tout ce qui est carné, ils aiment bien aussi, donc un peu de poulet, moi je leur donne du poisson. L'avantage, c'est que là, on peut donner poisson eau douce, eau de mer. Ouais. Contrairement à d'autres animaux, où on fait attention, on donne pas de l'eau de mer en fonction ou pas de l'eau douce. Là, eux, vu qu'ils vivent vraiment entre tous ces milieux, on peut se permettre de leur donner même du poisson salé. Ok, Enfin, d'accord. d'eau de mer, hein, pas qu'on a ressalé nous, Oui, mais oui. du poisson de mer sans problème, quoi. Ok. Ouais, c'est sympa. C'est vrai que l'aspect aussi un petit peu interaction, comme tu me disais, donner à manger à la pince. C'est ça, ouais. C'est vrai qu'on voit pas souvent ça, mais c'est Non, sympa c'est ça, aussi. et puis en fait, c'est des animaux, souvent on pense, un terrarium de 90, on va mettre un lézard, on va mettre un gros crapaud, une grosse grenouille, enfin. Là, dans un terrarium de 90 minimum, on peut mettre un individu avec une belle épaisseur de substrat où il va pouvoir se faire un terrier, tout ça. Et pareil, il y a ce côté actif où on va le voir creuser son terrier, le nettoyer. Tous les jours, ils font un nettoyage un peu du terrier. Vous les voyez, ils sortent de la terre, ils ramènent des feuilles, ils en ressortent d'autres. Ils sont tout le temps en train en fait de bricoler. Le crabe, il bricole quasiment tout le temps, quoi. Ouais. Et c'est ça qui est super intéressant avec ces espèces-là. Et c'est totalement, exotique, ça change, quoi. Ah C'est bah, vraiment c'est pas clair. quelque chose qu'on a l'habitude de voir en Ah non, terrarium. pas quoi. des gros crabes comme ça, c'est vrai que c'est vraiment sympa. Un parc qui est vraiment hyper impressionnant. C'est la première chose que j'ai vue quand je suis arrivé, c'était juste l'effet waouh. Et c'est vrai que les espèces de gros crabes, c'est pas souvent des espèces qu'on a l'habitude de Non, c'est voir. pas commun, ouais. Et pas souvent dans les bonnes conditions, encore une fois. Ouais, ou souvent on les voit soit dans des boîtes trop petites à l'inverse, parce qu'il faut quand même un minimum d'espace. Ouais, c'est clair. Ou effectivement on les voit où ils sont des aquaterra ou des partiques aquatiques et ils ont rien à faire là-dedans. Et les crabes ils vivent quelques semaines, quelques mois. C'est vraiment Alors que triste, c'est des animaux qui sont quand même censés vivre pas loin d'une dizaine d'années. Hein. Ouais, et puis c'est beau, c'est intéressant, on peut quand même interagir avec. Ouais, tout à fait, ouais. C'est vraiment très sympa. Puis on peut même s'amuser au final, vu que c'est un petit peu ambiance litière de forêt, à mettre pas mal de bois mort, de on peut vraiment branches, s'éclater enfin, sur la déco et tout. On évite juste les plantes naturelles parce qu'ils détruisent tout. Oui, voilà. Là, il n'y a que le panier parce qu'il est pas. assez gros. Normalement, pour l'instant, il survit. Oh, ça va, il a l'air de bien tenir pour le moment. Ouais, il a l'air de se faire pour l'instant. Eh ben écoute, merci beaucoup pour le petit tour merci à toi d'être venu. qu'on a pu faire. Merci pour le temps que tu m'as dévoué. plaisir. Et franchement, la boutique est vraiment assez exceptionnelle. Enfin, moi, vraiment, merci même beaucoup. la déco, la disposition d'un petit peu, tout, c'est vraiment très bien fait. Donc vraiment, n'hésitez pas, si vous êtes en Moselle, même en Lorraine, même si vous êtes de passage dans le coin, n'hésitez pas à aller chez Antenoula. Ouais. Voilà, il y aura Mathieu pour vous accueillir. Tout à fait. Qui est très bon conseil, qui en plus a une expérience de terrain. C'est rare d'avoir des personnes aussi comme ça. Donc voilà, merci pour tout. Et puis, Merci à toi. N'hésitez pas à venir ici, à partager cette vidéo pour faire connaître cette boutique surtout. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Voilà. On met tout le temps des informations, les nouveaux animaux qui arrivent. On fait aussi des focus un peu sur les espèces, soit de connues, soit de pas connues. Pour essayer d'en parler un petit peu. Vous avez fait un petit post sur les limules aussi. Ouais, c'est ça, on a fait un petit post sur les limules pour parler un peu, parce que c'est des animaux que tout le monde a déjà vu sans les connaître forcément. Exact, Pareil sur la solifuge, c'est pour ça qu'on avait fait un peu sur la solifuge. On poste aussi quand on fait des semaines un peu spécifiques, comme pour Halloween, la semaine de l'araignée. Voilà, là on a 2 semaines qui arriveront, comme la semaine du crabe qui va pas tarder à arriver avec des promotions, des choses comme ça. Voilà. Ouais, c'est clair. Faut pas hésiter à venir, on fait un petit peu de littérature aussi, on fait des plantes, voilà. Ouais, pas mal de matériel pour tout ce qui est arthropode, voilà. C'est ça. Les petits terras aussi. Des cadeaux pour Noël, des choses comme ça, comme des cadres, des cloches. Ouais, c'est clair. Ouais, Voilà. il y a même une partie un petit peu entomologie avec des cadres et tout ça. Donc n'hésitez pas à venir encore une fois. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire. J'y répondrai ou tu y répondras selon la je vais question. suivre. Et puis voilà. Allez, à la prochaine. Merci Salut bien. tout le monde.